Le temps que le micro circule et que vous formuliez vos questions, peut-être vous poser une question à tous sur ce que vous pensez, et puis ceux qui ont envie d'y répondre, ce que vous pensez de cette question d'aborder le risque par l'imaginaire, finalement. Est-ce que ça vous a inspiré de traiter ça de cette façon-là ? En fait, moi, ce que je trouve hyper intéressant dans les présentations ce soir, c'est qu'elles sont très complémentaires entre l'histoire au temps long, vraiment une adaptation sur le temps court, le diagnostic des besoins. Moi, j'ai beaucoup pensé à Bruno Latour en vous écoutant. Il faut comprendre déjà de quoi on dépend pour après éventuellement se projeter. Peut-être sur les imaginaires, en fait, c'est parce que c'est un peu à la mode aussi, et comme résilience, en fait, moi, pendant longtemps, j'ai attendu qu'on parle des récits, de l'imaginaire, et maintenant, ça devient un peu la tarte à la crème. Du coup, en fait, c'est à la fois hyper important parce qu'on voit bien que les gens s'entraînent par la fiction. On réagit un peu comme quand on a vu dans les films ou quand on a lu dans les romans. Et en même temps, c'est évidemment les infrastructures et les choix politiques qui déterminent en grande partie le quotidien et les modes de vie. Donc, il ne faut pas remplacer en fait la réflexion sur la prospective du hardware par juste cette réflexion sur les imaginaires. Mais je pense que les imaginaires peuvent aider justement à se projeter dans des situations où on n'est plus maître et possesseur de la nature, on vit avec, etc. Ça peut passer par des récits, par des images. C'est à la fois un processus de concertation et un processus d'accompagnement au changement. Oui, moi, ce que tu viens de dire, là, ça m'a fait penser à quelque chose, c'est la manière dont on considère le mot imaginaire. Bon, après, c'est peut-être une réflexion qui m'est propre, mais on pourrait considérer des imaginaires aussi comme étant actifs et pas seulement des projections mentales. Et en fait, dans pas mal d'ateliers que je fais, ou avec différents publics, ou même des projets que j'ai pu mener, en fait, sans dire que des choses un peu banales, mais on a pu mettre en place certaines parties ou certaines formes de ces imaginaires-là, et même avec des enfants, en fait, travailler ces imaginaires-là aide à l'action. Enfin, voilà. Je sais que c'est un peu galvaudé en ce moment, mais on n'est pas obligé de réfléchir en termes uniquement d'imaginaire comme rêve ou projection mentale, mais on peut aussi essayer dans une petite mesure de les rendre un peu Juste un truc, je suis désolé. En fait, ça me fait penser à l'idée de à quel point on est dépendant des imaginaires qu'on hérite. J'avais fait un travail pour la métropole de Lyon sur les imaginaires de la gestion de l'eau au cinéma. Et il y avait 4 imaginaires qui revenaient. C'était la loi de la jungle. S'il n'y a plus d'eau, alors on va s'entretuer, quoi. La suradaptation technologique. Il y aura sûrement une super invention par Elon Musk. La paille, voilà. Si on a tous des pailles, finalement, c'est pas grave. Et puis, il y avait aussi le complot permanent. Il y a des intérêts sur l'eau, la privatisation de l'eau, etc. Et le dernier élément, c'était le service public. Les services publics sont incapables de gérer l'eau. Du coup, on a Manon des Sources, par exemple, où on voit la mairie incapable de gérer la crise. Et en fait, quand on fait une concertation avec des acteurs du territoire, ils ont beau être rationnels, ils sont aussi pétris de ces imaginaires-là. Donc, travailler les imaginaires, c'est pas seulement raconter de nouvelles histoires, c'est aussi savoir de quelles histoires on vient pour savoir de quoi sont faits les gens. Voilà. Déjà, quand on cite Bruno Latour, peut-être juste pour citer aussi Ulrich Beck, sortons la question de la société du risque, en fait, tout simplement. Comment est-ce qu'on peut sortir de société du risque ? Voilà, déjà poser le constat qu'on est bien dedans, ça permet d'après projeter. Pour la question récit imaginaire, peut-être qu'on peut aussi faire des passerelles où c'est vrai que moi je pratique le projet urbain et de territoire. Alors urbano-territorial parce qu'on voudrait dire aussi milieu rural, mais comment ne pas faire des choses à rallonge, et puis ces questions de milieu très anthropocentré. Bon, comment est-ce qu'on raconte un petit peu tout ça, mais en fait on doit à la fois gérer cette question technique, en tout cas être en accompagnement des gestionnaires du risque qui eux
doivent faire toute cette question des risques en cascade. Parce qu'en fait, c'est le problème, c'est l'interdépendance de nos réseaux fait qu'il y en a un qui est en défaillance, c'est des défaillances en cascade. Par exemple, quand vous avez des feux, il y a des mathématiciens qui accompagnent les pompiers pour tout de suite essayer d'analyser, enfin je dis mathématiciens, mais les pompiers aussi eux-mêmes, et c'est cet état d'esprit de on diagnostique qu'est-ce qui est en train de se passer et comment ça va faire effet domino. Donc eux, ils doivent un petit peu gérer ça. Et c'est vrai qu'à côté, donc on pourrait dire à gauche, il y a éviter les chutes et les défaillances et les risques en cascade, et notamment les catastrophes naturelles / technologiques. Typiquement Katrina. Bon, ben voilà, Katrina, c'est du gasoil en plus d'une inondation, hein, plutôt simplement. Et sur la droite, on nous dit qu'on a tout ce potentiel de récit, d'imaginaire, de collectif, de paroles habitants. Et ce que j'aime bien, c'est de dire qu'en fait, les deux sont pas du tout incompatibles, loin de là, et qu'il y a un monde à inventer entre deux. Et en fait, il y a des processus, il y a des méthodes pour relier les deux. Et je pourrais simplement en donner en illustration que en projection, en conception, en tout cas en milieu urbain, je vais parler pour moi parce qu'il y a autant de méthodes que de personnes peut-être. Moi, j'aime bien lancer des visions, des projections. Alors, j'aime bien problématiser, et puis derrière, lancer une vision. Et si... Et puis après, on essaye de rendre stratégique cette vision, et puis il y a des choses qui partent, qui restent, d'autres qui s'ajoutent ou autres. Mais donc aussi, c'est un métier où on peut partir de cette question des visions projetées pour ensuite les rendre stratégiques et faire en sorte qu'elles collent et qu'elles aident avec la technicité. Et on peut relier gestion des faillites en cascade avec imaginaire ou autre. Donc en tout cas, c'est pas des choses séparées, et je pense qu'elles mériteraient d'être encore plus ensemble. Alors je me tourne vers la salle. Est-ce que vous avez envie de nous partager vos imaginaires aussi, ou est-ce que vous avez des questions Mon questionnement, il va se tourner vers Anaïs Gall et Thomas Coispel. J'ai une question, mais en fait d'abord une petite incompréhension sur votre travail. J'aurais aimé comprendre la visée de votre œuvre, dans la mesure où à un moment vous avez dit que c'était pas une analyse sociologique. Alors c'est ce que j'ai cru que c'était ce dont vous vouliez parler, c'est-à-dire que vous générez des images et vous allez questionner des personnes sur le sentiment que ça leur crée. Et j'ai cru que le travail, c'était ça. Est-ce que très rapidement, vous pourriez m'éclairer sur la visée de votre travail, parce que j'ai une question après. En fait, si vous avez vu l'œuvre, peut-être vous avez vu ou pas que la présentation. Peut-être je vous ai induit en erreur parce que les témoignages, c'est un des matériaux de l'œuvre, mais c'est une installation qui du coup a un barrage métaphorique, et il y a des entretiens qu'on peut entendre et une vidéo projetée faite avec IA. Mais c'est tout ça l'œuvre, c'est pas que les entretiens. Et donc c'est pour ça que je disais que c'est pas un travail sociologique au sens où les entretiens n'ont pas été faits dans une visée pour une étude, mais pour une œuvre, pour intégrer comme matériau documentaire. On pourrait parler de ça, en fait, c'est un matériau documentaire qui intègre une œuvre artistique qui a une dimension installation et une dimension vidéo. En fait, pour faire une étude, il faut pouvoir consulter l'épistémologie de l'étude. Quand on regarde, on écoute les entretiens dans l'installation qu'on a conçue, on ne sait pas comment on a créé ce matériau documentaire. Et c'est ça qui le distingue un peu d'un travail scientifique, où il y aurait eu tout un paragraphe sur comment on a eu ces entretiens, pourquoi on est allé voir ces gens-là, qui sont ces gens-là, leur profil, etc. On n'est pas obligé d'avoir un questionnaire, on peut faire des questions ouvertes, mais il faut être transparent sur le processus. Donc à la limite, j'étais plus chercheur en vous présentant le processus ce soir qu'avec l'œuvre qui est présentée pour elle-même. C'est là un peu l'intérêt aussi de la conférence, c'est les dessous. Mais en fait, quand on va voir l'œuvre, c'est plus une émotion, une expérience sensible. Voilà, c'est une expérience sensible, et je pense que quand on se balade autour, on ressent plus ça que la dimension potentiellement sociologique. Donc c'est des entretiens qui sont plus sensibles, pas sociologiques, et donc le travail s'appuie donc plus sur l'image et le son, si j'ai bien compris. Et c'est là où vient ma question.
vous utilisez Stable Diffusion pour créer les images et les vidéos. Le modèle que vous avez utilisé pour générer les images, est-ce que vous en êtes propriétaire ou vous l'avez trouvé sur Internet? Non, c'est Stable Diffusion XL. Donc c'est un modèle en open source. D'accord. Les IA génératives d'images sont faits à partir de modèles dits statistiques. Donc ce sont des millions d'images qui ont été du coup étudiées par des réseaux de neurones artificiels, des algorithmes si vous voulez. Et après du coup on joue au dé pour recréer des images à partir du bruit statistique. Et c'est ça ce qu'on appelle un modèle. Et du coup il y a un peu deux types de modèles aujourd'hui. Il y a des modèles privés comme Midjourney ou DALL-E, où il faut payer pour pouvoir accéder à ces modèles. Et il y a des modèles qui sont développés plus dans un esprit d'open source, du libre, du logiciel libre. Et c'est plus Stable Diffusion que moi je préfère pour cette philosophie-là du libre. Alors, monsieur, vous avez une question? Oui, bonsoir, merci pour cette présentation. Je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais je pense que dans cet imaginaire, il peut y avoir aussi le cauchemar. Parce que l'eau, même si l'on prend la crue de 1910, ça a été tout de même des épisodes de typhoïde, de scarlatine, et ça s'est arrêté le 8 mars. La dissipation totale de la crue, elle est le 8 mars. Et ça implique entre autres aussi un problème de PIB. Alors Paris a une erreur juridique, c'est qu'il a un réseau de collecte unitaire qui met ensemble l'eau de pluie et l'eau usée. Et pour 2050, ça serait bien qu'il y ait un double réseau. Nous avons parlé de notre ami Belfand qui nous a donné cette chose extraordinaire, et on est la seule ville au monde à avoir ça, c'est d'avoir un réseau d'eau non potable qui nous permet d'arroser les jardins et de faire la voirie. Mais par contre, on a un réseau de collecte unitaire, et ça c'est strictement scandaleux. Mais vraiment un cauchemar, la typhoïde. Enfin, je ne parle pas du choléra parce que je ne crois pas qu'il y en ait eu. Mais enfin, voilà, je ne voulais pas plomber l'ambiance, excusez-moi. Non, mais dans le même genre aussi, on peut parler de la remontée des rats. Voilà, il y a... voilà, alors est-ce qu'on n'en veut plus de nos rats? Ben oui, mais nos rats, ils mangent combien de pourcentage de nos poubelles? Je ne sais plus, encore cette semaine, on en parlait, et ça a des fonctions, donc est-ce qu'on les veut, est-ce qu'on les veut pas? Ben, on en reparlera le jour où ça arrive. Non, mais c'est sûr qu'en fait, il faut pas oublier ce côté-là. Quand je dis l'eau, elle est boueuse ou autre, les débris, vous parlez des maladies, ça peut être de l'eau stagnante, il se passe quand même beaucoup de choses, ça abîme. Il ne faut pas penser que tout ça n'est que joyeuseté. Mais bon, après, est-ce que tout ça n'est aussi que crise? Bon, c'est la question qu'on peut se poser. Ou alors est-ce qu'on va rester enfermé chez nous pendant X mois? Bon, ben, comment est-ce qu'on se prépare à être chez nous? Il faut peut-être réfléchir à ce cauchemar Covid versus deuxième version. Vous êtes enfermé pour 3 semaines à nouveau. Sans électricité, sans eau courante, sans toilette. Voilà, on pourrait avoir des récits. C'est quand le prochain atelier sur la phase B? Alors, c'est samedi. C'est samedi matin, puisqu'il y a justement une rencontre, mais je vous le dirai tout à l'heure, de lecture de texte. Donc on aura des récits. Je crois qu'il y a le micro est encore... Ouais, vous vouliez réagir juste avant? un petit mot sur cette question du cauchemar et des maladies, du désastre humain. En fait, pour la crue de 1910, donc, ça a été quand même très bien contenu, c'est-à-dire qu'il y a des moyens, justement, c'est pour ça que je parlais de dispositifs, il y a une gestion humaine, en quelque sorte, comme on dirait aujourd'hui, de la catastrophe qui est bonne. Et ce qui est cité en général, c'est un chiffre, ce sont des chiffres qui montrent qu'aucun foyer d'épidémie n'a été laissé sans surveillance, et on en conclut souvent que la crue de 1910 n'a pas fait de mort. Et je voudrais juste finir là-dessus, voilà, très joyeusement, malgré le fait que ça a été bien contenu. Moi, ce que je vois dans les archives, c'est des décès, et sans doute plus que ce qu'on a dit jusque-là, qui sont difficiles à évaluer parce qu'on n'a pas accès à... les actes de décès ne donnent pas la cause de la mort. Il y a plein de choses auxquelles
plein de cas auxquels on échappe, mais il y a au moins une dizaine de personnes, voire une vingtaine, qui sont identifiables. Et donc, voilà, pour finir en toute joyeuseté. Alors, peut-être encore pire comme joyeuseté, encore trop de morts. Nous, on n'a pas beaucoup de morts chaque année par les inondations, mais on en a beaucoup dans leur voiture. Ne prenez pas votre voiture en période d'intensité d'orage. N'allez pas chercher vos enfants à l'école avec votre voiture. N'allez pas dans les parkings souterrains avec votre voiture. N'essayez pas de passer des petits cours d'eau. On voit encore des vidéos où les gens rigolent, sauf que la voiture se fait emporter. Voilà, donc s'il y a peut-être un message d'alerte, on a l'impression qu'on le dit tout le temps, partout, et pourtant, il y en a encore. Alors, il y a des situations qui ne peuvent pas être évitées, il y a les drames ou autres, mais en 1910, ils avaient peut-être un peu moins cette question de la voiture automobile, mais alors on ne peut pas imaginer qu'est-ce que sera la crue centenale à Paris si en plus on a X morts dans les voitures, c'est quand même un peu dommage. Donc, prévention, coupez l'électricité, n'allez pas chercher votre voiture, des petites choses comme ça. Alors, il y a une question au fond. Oui, je vous remercie parce que ça donne un panel assez, on va dire, varié et complémentaire de types de prospectives. Je fais partie d'une association qui s'appelle les Dévalideuses et qui s'intéresse aux inégalités liées au validisme, donc aux différences de corps. C'est les personnes handicapées, identifiées handicapées qui le subissent le plus, mais en fait, on est tous et toutes... handicapés à un moment, nos corps valides sont éphémères. Et en ce sens-là, j'ai manqué un tout petit peu là ce soir de prospective sociale, c'est-à-dire comment on s'organise pour que nos vulnérabilités n'entrent pas en résonance, parce que c'est ce qui se passe. Enfin, c'est ce qui s'est passé pour la canicule de 2003. En Seine-Saint-Denis, il y a eu beaucoup plus de morts qu'ailleurs. Et en fait, les vulnérabilités s'aggravent les unes les autres. Donc je me suis demandé en premier lieu si vous aviez eu des prospectives sociales, donc de type comment on s'auto-éco-organise, soit spontanément, soit pas spontanément. Et secondement, j'avais une question pour vous, Laurence Dufort, parce que je me dis, qu'est-ce que vous faites de toute cette matière de grande qualité ? Est-ce que vous avez fait venir vos agents du CAUE pour les imbiber de ces visions prospectives ? Comment est-ce que, après avoir créé les conditions de la création, vous réinjectez la création dans peut-être vos pratiques ? Est-ce que vous avez fait une visite pour les élus de Paris pour un peu les imbiber peut-être de ces approches ? Alors, pour répondre à réagir à la première réaction, interpellation qui est très très intéressante, c'est vrai que cette entrée-là, elle n'a pas été tellement traitée dans cet axe sur la question de l'inondation. Elle a été beaucoup abordée pour les contributeurs qui se sont intéressés à l'autre texte qui s'appelait le droit à la fraîcheur. Et donc par l'entrée gestion de la canicule, gestion de la chaleur, je pense que cette prospective-là, elle interroge plus sur le rapport au corps. Et donc de fait, les contributeurs, alors peut-être je vous laisserai réagir, mais la question de l'eau et du rapport au corps, elle est moins naturelle. Peut-être on a plutôt envie de s'en éloigner, de s'en protéger et pas forcément de s'immerger. Et du coup, on ne se questionne pas, moins sans doute sur ce rapport au corps. Je vais vous laisser réagir. Je réponds juste très vite sur votre question. Bien sûr, effectivement, on essaye au maximum de se nourrir de toute cette matière et on organise, Juliette et Camille qui sont là, organisent depuis le début de l'exposition des visites guidées de l'exposition tous les jours. À toutes les directions de la ville, aux élus, à des étudiants, des publics nombreux et variés qui se questionnent et qui se nourrissent de ces sujets et de cette matière. Je vous laisse réagir sur cette question de... Oui, ça va peut-être être que des généralités, sans doute, mais c'est vrai qu'à titre personnel, moi j'ai un certain intérêt pour tout ce qui est handicap, mais parce qu'en fait, comme vous le dites, ça concerne tout le monde partout. Combien de personnes se sont retrouvées avec des béquilles de manière temporaire et à se dire « Ah, mince, l'ascenseur ne fonctionne pas ». Enfin voilà, il n'y a pas besoin d'être cassé dans des catégories particulières pour en fait voir que les questions, par exemple, urbaines ou architecturales sont importantes avec différents regards. Les milieux urbains,
bouge un petit peu doucement avec des idées de dispositifs visibles ou voyants, mais concrètement, on n'a pas grand-chose. Toutes les personnes qui, par exemple, pourraient avoir du mal non pas du mal à marcher, mais avoir quand même une mobilité un peu réduite, se rendront compte qu'on monte et on descend sur nos trottoirs à Paris et puis souvent en France. C'est le piéton qui descend, en fait, qui va rejoindre la route et non pas, par exemple, la route qui monterait comme sur un plateau. Enfin, ça se fait de plus en plus, mais tous les bateaux d'entrée dans les parkings, en fait, le piéton, il monte et il descend. Et on dit souvent que l'urbain, c'est de la gestion d'altimétrie. En fait, il n'y a aucune surface plate parce qu'entre le ruissellement de l'eau maximum, mais pente non handicapable, enfin, on a ça. Donc, je dirais qu'en urbain, je dirais pas en archi qu'on ne l'est pas, mais on est un peu obligé d'être sensible à ces pratiques de l'espace public. Et c'est quand même dommage qu'il n'y ait peut-être pas plus de choses, plus d'ouverture sur les revêtements, sur les ambiances, sur... enfin bon, il y aurait tant à dire, mais pour rebondir, peut-être qu'il y a des activités d'artistes, sociologues qui a mené plus de choses aussi comme ça pour aller à la rencontre de publics divers et variés, parce que je suis un peu persuadée que le genre peut-être d'installation, d'intervention ou de dialogue, en tout cas, que vous mettez en contact avec d'autres, que ce soit les écoles. On pense aux personnes avec des difficultés. Enfin, oui, il y a le rapport au corps, mais en fait aussi, si certaines personnes se retrouvent coupées qui ont certaines autonomies et qui tout d'un coup, en fait, se retrouvent coupées de leurs aidants, là, c'est pas qu'une question du rapport au corps et de subir le chaud, le froid, mais c'est tout le système organisationnel. Ça devient organisationnel, c'était ça ma question. La fiction sociale, c'est la fiction organisationnelle. Est-ce qu'on est capable de dire il y a une barque qui fait le tour ou pas, enfin, il y a toutes ces choses-là. C'est vrai, j'ai un peu raccourci la question. Peut-être que vous avez, Thomas et Anaïs, dans les témoignages que vous avez recueillis, entendu des choses émerger, parce que je dis qu'il y a peu de réponses sur ce texte-là, mais peut-être que vous avez récolté des choses. Je crois pas qu'on ait eu de témoignage là-dessus. Hein. Je crois pas spécialement. Mais c'est pas là-dessus. Si, à part pour celui que j'ai cité tout à l'heure, de la personne qui disait « ma femme est malade, j'ai besoin de... » il m'a même dit, il nous a dit ma femme est handicapée. Donc il se posait la question de l'habitat par rapport à en fait voilà, cette interdépendance qu'il avait avec sa conjointe. Et je trouve ça bien que ça ressorte dans les entretiens. Mais après, tu as eu un autre exemple, je crois. Non, c'était pas forcément un autre exemple, mais c'était aussi pour réfléchir au fait que on parlait de revêtement, etc. Mais il n'y a pas que le handicap moteur. Donc moi, j'ai pas de solution pour l'instant. Enfin, je ne sais pas si ça prendrait plus de temps pour réfléchir à une réponse construite, etc. Mais il y a aussi une question d'accessibilité des informations, de compréhension au-delà juste aussi du problème moteur. Peut-être une question de signalétique. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait aussi travailler ces nouveaux rapports au langage pour qu'ils parlent à tous. Enfin, là, je travaille en ce moment dans une résidence autonomie avec des personnes âgées, donc qui mêlent des étudiants et des personnes âgées en binôme. Donc c'est une manière de faire université. Donc c'est des étudiants en master. C'est une manière de faire université en dehors de la fac. Et puis, bon voilà, il y a d'autres enjeux qui se placent derrière ça. Mais en fait, on se rend bien compte que c'est l'échange et ces rencontres-là qui créent des nouveaux chemins, des nouvelles ouvertures, des nouvelles réflexions. Et il n'y a pas que ces problèmes-là aussi. Il y a des problèmes cognitifs. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui se mélangent, même si, bon, actuellement, j'ai pas de réponse à ça. Je vous propose qu'on conclue sur cette interrogation.